Et si un seul attentat avait réveillé la force la plus redoutée d'Afrique de l'Ouest? Nous sommes le 30 janvier 2026. Le soleil se couche lentement sur l'immense étendue poussiéreuse de Niamey, la capitale du Niger. À l'aéroport international Diori Amani, le cœur battant d'un pays assiégé, la vie semble suivre son cours. Des cargos et des avions de ligne atterrissent, véritables cordons ombilicaux d'une nation sous pression. Mais ce soir-là, alors que la lumière dorée du crépuscule enveloppe la ville, une explosion d'une violence inouïe éventre le tarmac. Un avion civil, frappé en plein atterrissage, s'embrase. Les flammes lèchent le fuselage, des cris résonnent, la panique s'empare du personnel au sol. Ce n'est pas le premier acte de violence que connaît la région, mais cette attaque cible un symbole, la paix déjà fragile du Sahel. Les images du brasier, transmises par les téléphones des témoins, envahissent aussitôt les réseaux sociaux et les écrans des agences de renseignement de Paris à Washington, en passant par Moscou et Abuja. Cet attentat n'est pas un acte isolé. Les indices, relevés par les premiers enquêteurs nigériens, révèlent l'utilisation d'explosifs sophistiqués, difficiles à se procurer localement. Les enquêteurs retrouvent des résidus chimiques rarement vus dans les conflits internes, laissant soupçonner une implication extérieure. Rapidement, la thèse d'une opération menée par un acteur étatique, voire par une puissance régionale ou occidentale, s'impose. L'objectif est clair: couper le Niger du reste du monde, briser le moral d'un peuple résistant, faire plier un gouvernement jugé trop indépendant. Mais cette nuit-là, la riposte ne se fait pas attendre. Le Niger n'est pas seul. Le Mali et le Burkina Faso, liés par l'Alliance des États du Sahel, AES, réagissent d'une seule voix. Cette solidarité n'est pas nouvelle. Elle a été forgée dans les épreuves des années précédentes, à travers des sanctions, des menaces et des tentatives de déstabilisation. Pourtant, jamais elle n'avait été aussi tangible, aussi immédiate. D'un même mouvement, les trois capitales s'accordent. Des réunions d'état-major se tiennent en urgence, des lignes cryptées s'ouvrent entre Niamey, Bamako et Ouagadougou. Dans la nuit, le capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, s'adresse à ses homologues. L'heure n'est plus au discours, mais à l'action. En quelques minutes, des messages codés sont envoyés à toutes les unités d'élite. Les ordres sont nets: mobilisation totale, préparation à une réponse militaire coordonnée, démonstration de force à la frontière sud et est. Les souvenirs de l'histoire africaine planent sur ces décisions. En 1958, le Ghana de Kwame Nkrumah avait tenté d'unir le continent face aux puissances étrangères. Mais les divisions, entretenues par les frontières coloniales, avaient eu raison de ces rêves panafricains. Cette fois, la situation est différente. La menace est commune. La réponse doit l'être aussi. Si l'AES frappe trop fort, la guerre régionale pourrait embraser toute l'Afrique de l'Ouest, comme lors de la guerre du Biafra à la fin des années 60, qui avait déstabilisé le Nigeria et ses voisins. Mais si l'AES hésite, la souveraineté du Niger risque de s'effondrer, comme celle de la Libye en 2011, lorsque l'intervention étrangère avait plongé le pays dans le chaos. Pourtant, dans la fournaise de la crise, un nouveau pouvoir se forge. L'attentat n'a pas détruit la résistance, il l'a catalysée. Des scènes de solidarité spontanée éclatent à Niamey. Des civils se portent volontaires pour aider les secours. Des collectes de sang sont organisées dans les mosquées et les églises. Dans les rues poussiéreuses, on entend des slogans. Unis, nous vaincrons. Mais une question demeure. Qui a orchestré l'attentat et dans quel but précis? La nature sophistiquée de l'attaque rappelle les opérations menées autrefois par des services secrets étrangers pour justifier des interventions, comme ce fut le cas lors de l'incident du golfe du Tonkin en 1964, qui avait précipité la guerre du Vietnam. Pour comprendre la naissance de ce front uni, il faut revenir aux heures qui ont suivi la déflagration et à la genèse de l'AES. Le Sahel, un territoire immense, s'étendant du Sénégal au Tchad, où la guerre ne fait presque pas de bruit, mais où chaque geste est lourd de conséquences. Ici, la dignité a un prix.
des milliers de personnes ont déjà payé de leur vie ou de leur liberté pour défendre leurs terres. Depuis des mois, le Niger ploie sous le joug des sanctions occidentales, blocus financier, embargo sur les équipements stratégiques, gel des avoirs à l'étranger. La situation rappelle celle de Cuba dans les années 60, isolée mais résiliente face à l'embargo américain. Comme la Havane jadis, Niamey cherche des alliés et refuse de céder. Mais au Sahel, la menace est double, extérieure mais aussi intérieure, avec la montée de groupes armés qui profitent de la faiblesse de l'État. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance des États du Sahel. Le traité du Liptako-Gourma, signé en 2023, rassemble le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Son article 6 résonne comme une promesse d'acier. Toute attaque contre l'un sera considérée comme une agression contre tous. Ce pacte rappelle la clause de défense mutuelle de l'OTAN, qui a permis pendant des décennies de dissuader toute agression contre l'Europe de l'Ouest. Mais l'AES n'est pas qu'une alliance militaire. C'est un projet politique. Sortir de la dépendance, s'émanciper du néocolonialisme, imposer une nouvelle voie sur la scène africaine et mondiale. Les discours officiels sont sans ambiguïté. Nous refusons d'être les marionnettes de quiconque. Pourtant, la route est semée d'embûches. L'histoire du continent regorge d'exemples d'alliances éphémères, dissoutes dans la méfiance et les rivalités. En 1963, la Fédération du Mali, qui unissait le Sénégal et le Mali, s'était effondrée en quelques mois à cause de désaccords internes et de pressions extérieures. Les dirigeants de l'AES en sont conscients. Leur unité doit survivre à l'épreuve du feu. Dans la nuit du 30 janvier, la fraternité se métamorphose en puissance de feu. À Ouagadougou, le capitaine Traoré ne tergiverse pas. Il ordonne la mobilisation de toutes les forces disponibles. Des colonnes blindées, précédées de batteries d'artillerie modernes et de camions lance-roquettes BM-21, quittent leurs casernes en direction des frontières. Les opérateurs de drones, formés à la guerre moderne, reçoivent l'ordre de surveiller les axes stratégiques. Dans chaque caserne, les alarmes brisent le silence. Les soldats burkinabais, maliens et nigériens se préparent à un déploiement massif. Cette fois, la manœuvre n'a rien de discret. Elle est conçue pour que la planète entière voie l'AES dressée, prête à défendre sa souveraineté. Les satellites espions occidentaux captent chaque mouvement. Les analystes militaires à Paris, Londres et Washington comparent la situation à celle de la crise de Cuba en 1962, où la moindre erreur aurait pu déclencher une guerre mondiale. Ici aussi, la tension est palpable. Une escalade incontrôlée pourrait embraser la région. Le message du capitaine Traoré est clair, ce n'est plus l'ère des guerres par procuration. Tout pays qui abrite, arme ou finance une agression contre l'AES sera traité en agresseur. Les voisins, Bénin et Côte d'Ivoire en tête, comprennent que le moindre faux pas pourrait déclencher la tempête. Ce rappel de la doctrine de la dissuasion rappelle la politique du « tous pour un » qui a longtemps protégé l'Europe. Les réseaux sociaux s'embrasent de vidéos. Des images montrent des batteries flambant neuves, des convois de camions militaires, des défilés de soldats déterminés. Pour la première fois, la solidarité militaire transcende des clivages réputés infranchissables. Ethnie, langue, frontières coloniales. Des femmes apportent de la nourriture aux soldats, des jeunes improvisent des chants de soutien. On assiste à une mobilisation populaire digne de l'esprit de Dunkerque en 1940 lors de la Seconde Guerre mondiale, où la société tout entière s'était dressée face à la menace. Mais cette démonstration de force comporte des risques. Toute la crédibilité de l'AES se joue dans ses premières heures. Saura-t-elle dissuader l'ingérence extérieure? Ou, en exposant ses forces, court-elle le risque d'une riposte brutale, voire d'une intervention internationale massive? Le monde retient son souffle, conscient que la moindre erreur pourrait faire basculer le fragile équilibre du Sahel. Dans les capitales de l'Alliance, la tension est à son comble. Les premiers rapports du front sont scrutés minute par minute. La moindre incursion, le moindre accrochage, pourrait être le prétexte à une escalade. Quand les frontières s'effacent, une nation panafricaine prend corps sous les yeux du monde. Les tracés hérités de la colonisation,
dessinée à la règle par les puissances européennes lors de la conférence de Berlin en 1885, n'ont plus de sens pour les peuples du Sahel. Pour l'armée de l'Alliance, ces frontières deviennent des vestiges. Le commandement se centralise, les réseaux logistiques s'entrelacent, et soldats burkinabés, maliens et nigériens avancent, indifférents aux divisions d'autrefois. Le bouleversement psychologique est immense. Là où, hier encore, la menace étrangère paralysait les populations, c'est aujourd'hui dans les capitales voisines que l'inquiétude gagne. Les régimes pro-occidentaux, autrefois sûrs de leur force, vacillent face à la montée d'une vague populaire irrésistible. Des manifestations de soutien à l'AES éclatent jusqu'à Abidjan et Cotonou. Des militaires, impressionnés par la cohésion de l'Alliance, commencent à s'interroger sur leur propre loyauté. La jeunesse se sent investie d'une mission historique. Dans les rues de Ouagadougou, des défilés spontanés rassemblent des milliers de personnes. Les slogans panafricains fleurissent, unis pour la liberté, plus jamais soumis. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils se sentent membres d'une union forgée, non par des traités, mais par la solidarité dans l'épreuve. Cet élan n'est pas sans rappeler la vague de solidarité qui avait suivi la mort de Thomas Sankara en 1987. À l'époque, des foules s'étaient levées pour défendre l'idéal panafricain, mais la répression avait été brutale. Aujourd'hui, la dynamique est inverse. Ce sont les peuples qui dictent le tempo, portés par l'espoir d'une renaissance. Mais l'unité reste fragile. Si la cohésion se fissure, si la tentation du chacun pour soi l'emporte, tout risque de s'écrouler. Les adversaires de l'AES misent sur l'usure, la division, la désinformation. Ils diffusent de fausses nouvelles, attisent les rivalités ethniques, promettent des aides conditionnées à la rupture de l'alliance. Pour éviter ce piège, les dirigeants de l'AES multiplient les gestes de solidarité concrètes. Ils mettent en place un fonds de soutien pour les familles touchées par l'attentat. Ils lancent des programmes d'échange entre jeunes soldats des 3 pays. Ils invitent les leaders religieux et coutumiers à prononcer des messages d'unité dans toutes les langues du Sahel. À mesure que l'AES consolide ses positions, les regards du monde entier convergent vers le Sahel. Les grandes chaînes internationales consacrent des éditions spéciales à la crise. Les experts comparent la situation à celle de la guerre du Kippour en 1973, où l'effet de surprise et la solidarité arabe avaient ébranlé l'ordre établi. Mais la prochaine étape ne dépend plus seulement des armes. Elle dépend de la capacité à préserver cette unité naissante, à résister aux offres de médiation intéressées, à négocier en position de force. Ce conflit ne se résume plus à une pluie de roquettes. C'est un affrontement pour l'âme du continent africain. Derrière chaque explosion, une vérité se dessine. Le Niger détient l'un des plus vastes gisements d'uranium d'Afrique, essentiel pour alimenter les centrales nucléaires françaises. Cette ressource, vitale pour Paris, façonne l'indépendance du Niger et l'avenir énergétique de la France. Mais la lutte dépasse les frontières des mines. Les puissances occidentales cherchent à verrouiller les routes d'exportation, à empêcher toute ouverture vers Moscou, Téhéran ou Pékin. Pour elles, chaque tonne d'uranium ou de pétrole échappant à leur contrôle représente une défaite stratégique majeure. Les sanctions, les blocages portuaires, les pressions diplomatiques se multiplient. Mais l'AES tient bon. Elle s'inspire des stratégies de résilience développées par l'Iran face aux embargos ou par la Russie après 2014. Elle cherche de nouveaux partenaires, négocie des accords bilatéraux, mise sur la diversification économique. Dans les rues de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, la peur laisse place à la solidarité. Des files d'attente se forment devant les stations-service, mais personne ne cède à la panique. Des quartiers entiers s'organisent pour partager les vivres, assurer la sécurité, soutenir les familles de militaires mobilisés. Cette résilience rappelle celle des Londoniens pendant le Blitz de 1940, où la société tout entière avait résisté à l'adversité sous les bombes. Pour le reste de l'Afrique, la leçon est limpide. Ni la technologie, ni la richesse n'assurent la domination sur un peuple uni. Lorsque la volonté populaire transcende les divisions, même les stratégies les plus sophistiquées échouent. L'AES devient alors un symbole pour tous les peuples en quête de souveraineté.
un choix crucial s'impose. Soit l'Afrique prend le contrôle de son destin et gagne le respect du monde, soit elle demeure prisonnière de son passé. Les débats s'enflamment dans les universités de Dakar, de Yaoundé, d'Addis Abeba. Des intellectuels, des artistes, des étudiants prennent la parole pour défendre l'idée d'une Afrique nouvelle, affranchie de ses chaînes. Mais dans l'ombre, chaque camp prépare son prochain coup. Des mercenaires affluent vers les frontières, des cargaisons suspectes sont interceptées, des cyberattaques perturbent les réseaux de communication. Un nouvel acteur, peut-être une puissance émergente d'Asie ou du Moyen-Orient, s'apprête à bouleverser l'équilibre fragile. Le spectre de la guerre des frères plane sur la région. Sera-t-elle l'aube d'une ère nouvelle ou le prélude à un incendie généralisé? L'attaque contre l'aéroport de Niamey en janvier 2026 n'a pas seulement frappé le Niger. Elle a provoqué un séisme qui a uni, d'un seul élan, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans une riposte coordonnée, inédite dans l'histoire du Sahel. Pour la première fois, l'Alliance des États du Sahel transforme la douleur en puissance commune. Cette riposte militaire, décidée dans les toutes premières heures, ne relève pas seulement de l'instinct de survie. C'est le cri d'une Afrique lassée d'être fragmentée, exploitée, surveillée, trahie. L'attaque, conçue pour isoler Niamey, a au contraire fissuré les murs de la méfiance. Les frontières héritées de la colonisation s'effritent. Une solidarité nouvelle naît. Désormais, frapper l'un revient à défier tous les autres. Pour l'AES, la sécurité et la souveraineté deviennent indivisibles. Mais derrière l'élan martial, la réalité demeure brutale. Les peuples du Sahel portent un double fardeau: défendre leur dignité face à l'ingérence, sans tomber dans une spirale de violence incontrôlable. Jamais le risque d'embrasement régional n'a semblé aussi élevé. Chaque déploiement de troupes, chaque discours intransigeant, chaque geste de surenchère militaire peut ouvrir la voie à une renaissance, ou à une guerre fratricide dont tous sortiraient brisés. L'enjeu aujourd'hui dépasse Niamey ou la vengeance immédiate. La survie de la souveraineté africaine, le contrôle des ressources, l'avenir de tout un continent se joue, minute après minute, dans les quartiers généraux de l'AES, mais aussi dans les rues de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Assiste-t-on à la première victoire d'une Afrique souveraine, imposant enfin ses règles, ou n'est-ce qu'un pas de plus vers une division sanglante, nourrie par des intérêts extérieurs? L'histoire s'écrit à chaque instant, et chaque décision prise aujourd'hui pèsera lourd sur les générations à venir. À ce carrefour, la vigilance est cruciale. L'AES saura-t-elle transformer cette riposte en modèle d'unité, ou tombera-t-elle dans le piège tendu par ses adversaires? Pour éviter le pire, plusieurs pistes s'offrent aux dirigeants de l'Alliance. Premièrement, renforcer la communication interne et externe pour contrer la désinformation et expliquer leurs choix à la population et à la communauté internationale. Deuxièmement, ouvrir des canaux de dialogue avec les voisins pour éviter la contagion du conflit. Troisièmement, investir dans des projets communs de développement pour montrer que l'Union sert aussi la prospérité, pas seulement la défense. L'Afrique qui émerge sera-t-elle celle de la renaissance ou du chaos? La réponse appartient à ces peuples, à leurs dirigeants et à leur capacité à transformer la peur en puissance, la douleur en solidarité et l'urgence en espoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire, partagez vos idées. L'avenir du continent s'écrit aussi grâce à vos voix.